Notre invité José Bové, bonjour. Bonjour. José Bové, vous étiez à Sivins, samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, Rémi Fraisse, 21 ans, a été tué. Nous n'avons pas les conclusions de l'enquête, donc il est difficile d'accuser un tel ou un tel. Bien. Si il est avéré, et aujourd'hui nous aurons de nouveaux rapports, s'il est avéré que Rémi Fraisse a été victime du tir d'un gendarme, est-ce que vous demandez la démission du ministre de l'Intérieur ? Alors moi je crois qu'il faut attendre très clairement les résultats, mais beaucoup de témoignages arrivent, parce que beaucoup de gens étaient présents à côté de Rémi Fraisse. Et tous les témoignages arrivent sont concordants pour dire qu'effectivement l'engin qu'il a tué venait effectivement de chez les gendarmes. Ce n'est absolument pas un cocktail Molotov. D'ailleurs les avocats le disent de la famille, au vu des premiers résultats de l'autopsie, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc c'est très clairement un engin qui vient d'agir. C'est un engin tiré par un gendarme mobile qui aurait tué Rémi Fraisse. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'a pas trébuché sur une branche. C'est pas un engin incendiaire de quelque manière que ce soit. Il aurait pu transporter dans son sac à dos. Écoutez, tous les éléments vont concorder dans ce sens-là. La personnalité de Rémi Fraisse montre à l'évidence que c'est pas quelqu'un qui était là pour en découdre, qui allait venir avec des cocktails Molotov dans son sac à dos. Ça n'a pas de sens, ça correspond absolument pas à sa personne. C'est quelqu'un qui était engagé dans l'environnement au quotidien, qui était même bénévole à France Nature Environnement, spécialiste de la botanique. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on a là à faire un professionnel des bagarres? Donc c'est pas ça. Donc moi, le souci que j'ai aujourd'hui, c'est que depuis 2 jours maintenant, pas une fois le ministre de l'Intérieur n'est intervenu pour expliquer ce qui se passe. Je trouve que c'est indécent. Le gouvernement est silencieux, comme si Rémi Fraisse devait passer par perte et profit. Je trouve ça invraisemblable qu'on soit dans cette situation, et le gouvernement laisse en première ligne Monsieur Carcenac, le président du Conseil Général. Tu te débrouilles avec ton barrage, sauf que c'est l'État qui est responsable. C'est l'État qui a envoyé les forces de l'ordre. C'est l'État qui a légitimé avec qui est responsable? Eh bien, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Je pense que le ministre de l'Intérieur. Qui est responsable de la mort de Rémi Fraisse s'il est confirmé? Je dis bien encore une fois. S'il est confirmé, on n'a pas encore. S'il est confirmé qu'il a été tué par le tir d'un gendarme. Qui est responsable? Aujourd'hui, il est évident que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité de cette situation. Il doit démissionner s'il est confirmé que... S'il est confirmé, il va falloir que l'enquête aille jusqu'au bout. Il y a un élément pour moi... Il doit démissionner s'il est confirmé qu'il a été tué par le tir d'un gendarme. Je vais en venir là. Mais il faut repartir du contexte. Samedi, rassemblement à Sivins. Oui. Tout le territoire a été déboisé, détruit. Sur le site, on se retrouve avec des gardes mobiles et des CRS. Pourquoi? Il n'y a pas un seul engin de chantier. Il n'y a rien sur le site. Il n'y a rien à protéger. Ils sont derrière un grillage et ils sont là présents. Pourquoi mettre des policiers sur ce site alors qu'il n'y a rien à protéger, uniquement un terrain qui a été déboisé? C'est une provocation parce que on a envie qu'il y ait de l'affrontement. On a envie, au niveau du ministère, que les choses dérapent. Parce que si elles dérapent, eh bien, ça discrédite le mouvement. Et au lieu de parler du fond du dossier, c'est-à-dire le fait que ce projet est inutile et doit être abandonné, eh bien, on va parler des incidents. C'est une vieille pratique de manipulation. Donc c'est de la manipulation. Vous accusez le ministère de l'Intérieur d'avoir manipuler toute l'affaire. J'accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir mis délibérément des policiers pour garder uniquement une zone dévastée sans aucun engin, uniquement pour créer de la tension. On ne crée pas de la tension dans une situation. Après 6 semaines, 7 semaines où il y a eu... des sittings, je l'ai vu tout à l'heure, vous l'avez montré dans dans les différentes images de BFM, on voit les gens assis, on voit les gens qui s'attachent à des armes. Énormément de gens se sont mobilisés, ont pris des coups et ont résisté pacifiquement. Et là,
il y a un rassemblement qui réunit des milliers de personnes et on met sur place des policiers comme si on voulait... voilà, c'est un chiffon rouge face au taureau. C'est du grand n'importe quoi. Et là, je pense qu'il y a une erreur lourde et il va falloir que le ministre de l'Intérieur s'explique sur la présence policière samedi à Sivins sans aucune raison. Vous lui demandez ce matin, vous lui demandez quoi ce matin? Je demande solennellement à monsieur le ministre de l'Intérieur de s'expliquer sur la présence policière samedi sans aucune raison à Sivins. Et maintenant, il faut qu'il s'explique aussi sur la suite des événements. Est-ce que le gouvernement va faire comme si rien s'était passé? Je rappellerai que la dernière fois qu'un manifestant dans une lutte écologiste est mort suite à un jet de grenade offensive cette fois-là, c'était en 1977, le 31 juillet, à Malville. Ce garçon s'appelait Vital Michalon. Il luttait contre la centrale nucléaire de Cris-Malville. Depuis, cette centrale a été démantelée, et heureusement qu'elle a été démantelée. Donc vous demandez ce matin au ministre de l'Intérieur, 1, de s'expliquer sur la présence des gendarmes, 2, de s'expliquer sur s'il est avéré que c'est une grenade assourdissante qui a tué Rémi Fraisse, de s'expliquer peut-être de démissionner, parce que c'est lui le responsable. C'est aujourd'hui lui le responsable. Et 3, vous demandez l'arrêt, évidemment, du projet. Écoutez, on a entendu tout à l'heure, j'ai lu le rapport que j'ai eu cette semaine. On a entendu sur RMC l'un des 2 auteurs du rapport. Un des 2 auteurs. Ce rapport est accablant, très clairement. 1, il dit que les besoins en eau, il y a d'autres moyens de pouvoir effectivement les avoir. On a des lacs collinaires, ils ne sont pas utilisés. Les questions environnementales ont été bâclées, notamment les questions sur la rivière, tout ce qui est... Les questions de pollution n'étaient pas un problème. En aval, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, pourquoi faire ce barrage? Et on a un vrai problème, et qui n'a pas été abordé tout à l'heure, c'est la question du financement. C'est-à-dire que ce barrage... 8,5 millions d'euros, ça coûte. 8,5 millions, avec la TVA et les surfrais, etc., c'est ce qu'ils sont en train de dire le préfet, on va arriver à 12, 13, 14. Il leur manque 20% du financement qui sont liés aux fonds européens. Or, les fonds européens ne peuvent pas être accordés pour augmenter des zones d'irrigation. C'est formel. Donc, vous êtes député européen, je le rappelle. Et donc, aujourd'hui, ces fonds qui passent par la région, aujourd'hui, ils sont interdits à ce projet. Alors, José Bové, quand même, vous excitez les foules ou pas? Lorsque vous allez manifester, lorsque vous appelez à ces manifestations, est-ce que vous excitez les foules? L'accusation vient de Bernard Cazeneuve. Je pense que Bernard Cazeneuve ne se rend pas compte de ce qu'est la démocratie. Le fait de manifester, c'est un droit. Le fait de s'opposer à une décision aberrante, le fait de mener un combat légitime, heureusement qu'il y a des gens qui se mobilisent, heureusement qu'il y a des gens qui appellent à manifester, et on nous renvoie toujours dans la figure, il y a eu une déclaration d'utilité publique donc circulée, il n'y a plus rien à voir. Ça veut dire que la démocratie est malade dans ce pays. On ne sait pas construire des projets d'aménagement sans qu'on aille à l'affrontement. On le voit ce qui se passe avec notre... On a un projet qui a 40 ans, qui est complètement obsolète, mais l'État s'obstine. On voit à Sivins un projet qui date de la fin des années 80. 89. L'État s'obstine. On a connu ça il y a 40 ans avec le Larzac. On nous avait déclaré l'extension du camp militaire d'utilité publique. Heureusement, 8 ans après, ça a été arrêté. Mais heureusement, mais en France, on ne sait pas aujourd'hui débattre, on ne sait pas construire et aménager. Oui, mais dites-moi, les gendarmes ont été attaqués par des groupes de manifestants violents, des manifestants qui portaient pour certains des cocktails Molotov, des engins pyrotechniques, des pierres qui ont été lancées sur les gendarmes. Il y a eu ces manifestations à Albi, à Nantes et ailleurs, à Gaillac, dès dimanche, manifestations violentes, des affrontements, des drapeaux brûlés, des magasins, des vitrines de magasins qui sont tombées, détruits, vitrines détruites, des tags sur le monument aux morts. Est-ce que vous condamnez ces violences-là qui ne viennent pas des forces de l'ordre? Moi, je pense que la stratégie non violente est toujours préférable à l'action violente. Et je ne comprends pas à quoi ça sert de faire ce genre de démonstration. Mais qui Ce sont des militants que vous soutenez ou ce sont des... Vous savez, quand il y a un mouvement de ce type-là, on ne trie pas les gens à l'entrée. Donc des gens peuvent venir de différents horizons. Malheureusement, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans, 30 ans, je vous ai parlé tout à l'heure de Malville, on pourrait parler du Larzac, on peut parler de plein de mouvements. À chaque époque, on a toujours une frange qui réagit de cette manière-là. Est-ce souvent, de bonne foi, malheureusement, un peu naïf,
on peut aussi avoir des provocateurs, on peut aussi avoir des gens infiltrés qui ont tout intérêt à déstabiliser pour détourner le regard du problème de fond. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu et qui est démontré de manière certaine. Par contre, ce que je voudrais quand même dire ce matin, c'est qu'on est quand même dans une situation un peu étonnante. Parce que là, tout le monde accuse les manifestants, les anti-barrages. J'ai pas entendu beaucoup de cris contre ceux qui ont détruit la mutualité sociale agricole à Morlaix ou le centre des impôts de Morlaix. Des militants de la FNSEA, de la FDSEA. Et personne ne va être poursuivi. Personne n'est poursuivi. Ah, il n'y a pas de responsable. Ils étaient en cagoule, on ne peut pas les reconnaître. On ne peut pas reconnaître les tracteurs. Circuler, il n'y a rien à voir. 3 jours après, ces mêmes personnes étaient reçues par le ministre de l'Agriculture qui a augmenté des subventions. À un moment, ça devient indécent. Je pense que là aussi, il y a une collusion. Pour moi, c'est inacceptable ce qui se passe là. Qui c'est qui avait envie de faire ce barrage à Sivens ? Très clairement, les chiffres ont été donnés par la Chambre d'agriculture. J'ai entendu le président de la FNSEA, M. Belin, dire très clairement qu'il y avait plus d'une centaine d'agriculteurs qui avaient besoin de ce barrage et qu'il fallait le faire. C'est le modèle agro-industriel qui est en cause dans cette affaire, comme dans l'affaire des 1000 vaches. Oui, alors justement, l'affaire des 1000 vaches, voilà, le procès aujourd'hui de militants de la Confédération paysanne qui ont manifesté, non pas violemment, mais enfin qui se sont introduits dans des locaux privés. C'est bien cela, José Bové. Ils sont accusés de s'être introduits dans ces locaux privés et ils risquent d'être poursuivis et condamnés. Ah ben, ils sont, eux, poursuivis et condamnés. Oui. Ils ont eu le tort d'agir à visage découvert, comme le fait toujours la Confédération paysanne, et ils ont démonté... Tribunal correctionnel d'Amiens aujourd'hui. Voilà, il y a 9 militants qui vont passer, dont le porte-parole de la Confédération paysanne. Ils ont commis des dégradations. Ils ont démonté la salle de traite et ils l'ont ramené au ministre de l'Agriculture. Oui. Quel scandale, quelle action abominable. Mais ils ont eu raison de le faire. Et demain, j'espère que d'autres actions de ce type-là auront lieu. Est-ce que vous pensez à ce que ça veut dire, cette exploitation ? 1000 vaches dans un village, ça veut dire que on a 1000 vaches dans un bâtiment, dans la Somme, les vaches ne sortent plus. Nourries à l'auge, hors sol, plein maintenant. La viande et le lait qui est produit là, en fait, sont des sous-produits, parce que qu'est-ce qui intéresse l'industriel, qui n'est pas un agriculteur dans ce projet? Ce sont les excréments des vaches pour faire de l'électricité. Ce qui veut dire que la viande et le lait deviennent un sous-produit de la merde de la ferme. On est quand même dans une situation invraisemblable. Mais pour que cette ferme puisse tenir, il faut des milliers d'hectares pour épandre les restes de lisier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres projets possibles. Est-ce que c'est ça le projet agricole en France? Est-ce que c'est normal que le ministre de l'Agriculture dise « Ah ben je suis pas tout à fait d'accord, mais malgré tout, je peux rien faire et je n'empêcherai pas ce projet ». Est-ce que c'est normal que pendant le même temps, on accepte les augmentations de taille des porcheries industrielles, des poulaillers industriels? On cautionne aujourd'hui en France un projet agro-industriel alors que les discours soi-disant c'est sur l'agroécologie. En réalité, toutes les normes sont en train d'être augmentées pour que alors vous allez manifester aujourd'hui, hein, manifester à Amiens. Oui. Des milliers de personnes d'ailleurs sont attendues à Amiens, mais avec quel objectif? Puisque vous allez manifester, très bien, mais avec quel objectif? D'abord, le premier objectif, c'est de soutenir... Le projet est ça y est, le projet est sur les rails. Le premier objectif, c'est d'abord de soutenir les personnes devant le tribunal. C'est quand même pas rien. Et j'espère qu'ils seront relaxés. Deuxième objectif, actuellement, il y a 500 vaches dans cette exploitation. Il y en a 500, sur les 1000. Le projet doit s'arrêter là. Il faut faire en sorte que jamais que ça ne puisse pas augmenter. Il faut arrêter à bloquer ce projet à 500 vaches. Et j'espère qu'on pourra ensuite le démanteler. Mais pour l'instant, moi ce que j'aimerais, et j'espère que cette manifestation pourra y contribuer, c'est que le ministre de l'Agriculture comprenne que ça suffit, qu'on en a marre de cette concentration de la production. On est en train de perdre des agriculteurs en quantité incroyable. Dans les mois à venir, malheureusement, on va avoir une crise de la production laitière comme jamais on en a eu. Vous vous rappelez des images en 2009 avec le lait épandu dans les champs. Le printemps 2015 va être une catastrophe. On a libéralisé les quotas, la production est ouverte, on va avoir une surproduction qui existe déjà dans certains pays européens. On va vers une catastrophe. Donc les paysans aujourd'hui sont menacés. Et je crois que c'est important, si on veut maintenir les paysans, si on veut défendre les producteurs par rapport aux besoins des consommateurs, c'est qu'on permette aux gens de vivre décemment sur des tailles d'exploitation familiale. Vous êtes député européen, José Bové. Je n'ai pas oublié l'Europe parce que
Elle est brinque-ballante, l'Europe aujourd'hui. D'abord, le traité transatlantique. Où en est-on? Nous ne savons toujours rien. Où en est-on de cette négociation entre l'Europe et les États-Unis? Je sais qu'on a signé avec le Canada fin septembre, mais où en est-on avec les États-Unis? Alors, avec le Canada, on a juste signé le fait qu'on avait fini de discuter. Donc, on n'a rien signé du tout. Oui, c'est vrai. C'est important de le dire. Discuter, oui, c'est vrai. Pour pas que les gens disent, ça y est, c'est plié. Oui. Avec les États-Unis, il continue à y avoir des petites discussions où il ne se passe rien, parce qu'il y a les élections aux États-Unis. Ouais. Et comme il y a les élections aux États-Unis, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. Par contre, j'ai rencontré la semaine dernière, à Strasbourg, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. Et alors? On a parlé de deux choses. Premièrement, de la question de ce tribunal arbitraire qui permet aux entreprises d'attaquer les États. Et là, je lui ai expliqué, en Europe, ça ne passe pas. Aujourd'hui, la majorité des pays européens sont opposés à ça. Et y compris le nouveau président. Il dit, mais pourtant, c'est quelque chose de très bien. C'est important. Il faut que... Je lui ai dit, écoutez, on a des tribunaux dans nos pays. Il me dit, oui, mais certains pays européens n'ont pas forcément la bonne législation. J'ai dit, écoutez, vous n'allez pas nous donner les leçons. Mais le plus grave, c'est qu'un deuxième sujet l'intéresse. C'est celui des appellations d'origine contrôlée. Et aux États-Unis, aujourd'hui, la demande de l'industrie, c'est de pouvoir continuer à utiliser des noms comme le parmesan, comme le camembert, comme le champagne, comme le champagne, de manière générique et que ça puisse être utilisé par les marques. Il m'a montré une boîte de parmesan de la marque Kraft, qui est le premier groupe laitier aux États-Unis. Premier groupe agroalimentaire, c'est un énorme groupe. C'est ça qu'ils veulent continuer. Alors là, effectivement, et ça, ils sont intransigeants là-dessus. Pour eux, c'est un de leurs objectifs, c'est de pouvoir utiliser et de démanteler ce système de protection que représentent les appellations. Alors, c'est pas forcément sur le fromage, c'est pas là où il y a le plus gros marché, mais on voit bien ce que ça veut dire sur les vins, sur les spiritueux. C'est là où la bataille va se mener aussi. Donc, c'est un combat supplémentaire. Et puis, dernier point qu'on commence à voir venir au niveau du Parlement européen. Ils veulent nous faire voter dès le printemps, dès le mois de février-mars, une nouvelle directive pour permettre aux entreprises d'utiliser des nanoparticules dans l'alimentation, notamment du dioxyde de titane, qui permet soit de rendre le yaourt plus blanc, soit de rendre le chewing-gum ou les bonbons, etc., plus brillants, etc. On est en train de vouloir introduire, de passer en force pour utiliser des matériaux qui sont au niveau de l'atome sans qu'on connaisse ni les conséquences sanitaires, ni les conséquences environnementales. Personne ne sait comment analyser ça. Et ça, c'est directement lié aux négociations avec les États-Unis. Bien, deux choses. L'Europe encore, puis je vous ferai réagir à ce que vient de dire François Fillon, qui dit que vous êtes en partie responsable de la mort de Rémi Fraisse. Voilà, je vais... Bon, mais l'Europe, avec la France, qui est obligée de modifier son budget, mais qui dirige? C'est Bruxelles ou c'est la France? Mais qui? La France qui... nous avons un magicien, Michel Sapin, qui a trouvé tout à coup 3 milliards 600 millions d'euros, on ne sait pas trop où, après que François Hollande ait pu dire que non, tout était fait comme il fallait. Qui dirige? C'est la France ou c'est l'Europe? Moi je pense que là-dessus, une fois de plus, ce gouvernement, mais le précédent faisait la même chose. D'un côté, ils acceptent des règles, ils participent aux négociations quand ils sont au Conseil, et donc ils prennent les décisions avec les autres chefs d'État et de gouvernement, mais quand ils reviennent en France, je suis tout seul et avec mes petits bras, je tiens tête. Et les mecs, ils lui disent, attends, tu veux tenir tête à quoi? À une décision que tu as prise avec nous. Ça veut rien dire. Donc, effectivement, il se fait taper sur les doigts en lui disant, t'as accepté cette règle, maintenant tu l'appliques. Alors il dit, on a modifié. Bon, à Bruxelles, à mon avis, ils ne sont pas dupes non plus. On voit bien quelle est la manip. C'est de dire, voilà, on a fait un petit effort supplémentaire. Pourquoi 3,5 milliards là? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 2? J'en sais rien. Mais je pense que là, il y a un problème. C'est que la France ne sait pas, au niveau de l'Europe, travailler, à mon avis, de manière intelligente. On a d'autres pays. On a l'Italie, avec laquelle on pourrait travailler ensemble. On a plusieurs pays. On pourrait construire ensemble un projet alternatif et tenir tête à Madame Merkel. En réalité, au Conseil, jamais ils ouvrent la bouche, ou c'est chacun pour soi. Ou alors, quand ils ouvrent la bouche, comme la semaine dernière, où on a parlé à la fois du budget, mais ils ont parlé aussi du climat.
eh bien, il y a une alliance invraisemblable entre la France, la Grande-Bretagne et la Pologne pour dire, surtout, on ne bouge pas les lignes par rapport au réchauffement climatique. Bien, François Fillon vous accuse les Verts, et vous aussi. Il dit, la mort d'un homme qui se bat pour ses idées dans une démocratie est un drame, mais ceux qui font de la violence politique une arme désormais systématique contre des projets ont leur part de responsabilité. Je mets en cause en particulier les Verts, Europe Écologie et vous-même. Que lui répondez-vous? Que c'est toujours la vieille même pratique. Je trouve qu'au lieu de se poser la question de fond, pourquoi est-ce que ce jeune homme est mort? Dans quelles conditions il est mort? Et comment se fait-il que des jeunes, des moins jeunes, des gens se lèvent et pour manifester, pour défendre l'environnement, pour défendre un territoire? C'est ça la vraie question. Et jamais M. Fillon ne s'est posé cette question-là. Jamais j'ai vu M. Fillon dire « Ah ben je vais participer à la défense de tel endroit parce qu'effectivement il est menacé ». Voilà la question que j'ai envie de lui répondre. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes uniquement là pour dire il faut protéger, c'est forcément l'État qui a raison. Mais on n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, les citoyens ont leur mot à dire. C'est ça la démocratie. Simplement, il faut trouver les règles pour la faire fonctionner. Or, aujourd'hui, les canaux de la démocratie sont bouchés. C'est pour ça que ça explose dans tous les sens. Donc, essayons de construire des règles communes où on puisse sortir de ce genre de conflit. Merci José Bové d'être venu nous voir ce matin. 8h56, ça va provoquer débat évidemment. 9h-10h sur RMC, on se retrouve.